hectares de champs avalés par les eaux dans la commune de Béguédo. Les pluies des 2 et 4 septembre dernier ont même coupé le village de Diara du reste du monde. Constat dans ce journal. Reprise de la communication gouvernementale. 3 ministres étaient face aux hommes de médias pour les dossiers de la rentrée, les grandes priorités du budget de l'État gestion 2013, le 3e forum national des femmes et les dispositions du gouvernement pour parer à d'éventuelles inondations sont les principaux sujets abordés au point de presse du gouvernement ce matin. Également dans ce journal, nous parlerons de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée demain. Nous ferons le point de l'alphabétisation au Burkina et ce sera avec le ministre délégué chargé de l'alphabétisation qui est notre invité ce soir. Et puis en Guinée, le président de la Commission électorale nationale indépendante démissionne, mais l'opposition, loin d'être satisfaite, réclame les législatives qui se font attendre depuis 18 mois. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Des champs des villages de Singla et Diara engloutis par les eaux. Les spécialistes parlent d'environ 20 hectares de perdus. Diara est lui complètement coupé du reste du monde. Les pluies des 2 et 4 septembre dernier ont fait d'importants dégâts dans Béguédo et ses environs. Le constat sur place avec Simon Gongo. Plongés dans la boue depuis 2 jours, ces plants de maïs sont irrécupérables selon les spécialistes sur les berges du Nakambi. Les producteurs de Béguédo, Fingla et Diara ont été surpris par les eaux de pluie. On a planté, on plante maïs, on plante comme racine, comme manioc. C'est ça notre nourriture. Ici, tous cultivent au bord du fleuve, faute à des terres non fertiles. Alors qu'arachide, riz, maïs et autres montent, l'eau est arrivée le 15 août d'abord, puis les 2 et 4 septembre dernier, envahit une vingtaine d'hectares. Ils sèment tôt pour pouvoir récolter avant que l'eau ne puisse envahir les superficies. Donc maintenant cette année, il se trouve que l'eau est venue tôt et beaucoup de champs sont inondés. Et donc actuellement, on peut dire que on n'a pas moins de 20 hectares de champs inondés à Béguédo. Maintenant, il se trouve qu'il y a des villages où on ne peut pas accéder actuellement à cause de l'eau. Il faut prendre un pirogue, il faut faire au moins 1 kilomètre pour pouvoir atteindre l'autre bout. Cette pirogue vient justement de Diara avec les nouvelles du village. L'eau a dévasté les champs de toute la population. Presque tout le monde est touché. Et non, les petits affluents du fleuve là ont débordé. Donc presque les champs qui sont au bord du fleuve, tout est inondé. Et vraiment, c'est la désolation totale. Ils se déplacent à pirogue grâce aux immigrés qui les ont aidés, avec les autorités locales aussi, avec quelques pirogues pour rejoindre le village de Fingla. Selon eux, il n'y aurait pas de dégâts matériels ni humains. Seules 2 maisons sont menacées, mais les récoltes seront bien maigres. Bon, heureusement, en tout cas, on peut dire qu'il y a beaucoup d'eau, mais les maisons, en tout cas, il n'y a pas trop de dégâts. C'est les champs qui ont subi le maximum de dégâts. C'est une situation quand même triste. Et si les populations ne sont pas assistées, vraiment, ça va créer vraiment un grand dommage. Quant à l'accessibilité de Diara, la situation serait chaque année la même, avec cependant une plus grande montée cette année. Un trop plein de pluie qui inquiète les Burkinabés, mais le gouvernement est conscient des conséquences de cette abondance des eaux qui peuvent être désastreuses. Alain-Edouard Traoré rassure, des dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. Le ministre porte-parole du gouvernement s'exprimait au point de presse du gouvernement de ce matin. Écoutons-le. Concernant la saison des pluies, effectivement, vous avez totalement raison. Nous en avons discuté avec les collègues. Il y a un certain nombre de ministres qui n'ont pas du tout pris de vacances spécifiquement autour de la question parce qu'il fallait surveiller. Il y a le ministre des Infrastructures et du Désenclavement qui devait travailler à faire attention aux ponts qui ont pu souffrir, aux barrages, etc. Si on regarde la semaine en cours, le nombre de jours de pluie ou même d'heures de pluie
Et donc, par-ci, par-là, dans toutes les localités du Burkina, il y a des situations assez difficiles à gérer du point de vue de l'impact négatif sur les populations, sur les habitats et sur les routes, etc. Et je vous avoue que nous n'avons pas fait d'évaluation exhaustive, d'autant que, et ça est en cours, on essaie de faire de la protection civile, d'intervenir au moment où il le faut et d'être présent aux côtés des populations. C'est ce que nous faisons en essayant de colmater les brèches et de faire une évaluation globale à la fin de tout ceci. Le projet de budget de l'État gestion 2013 prévoit 1636 milliards de francs CFA de dépenses du gouvernement burkinabé avec des ressources propres qui s'élèvent à 1422 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Économie et des Finances explique les grandes priorités dans ce projet de budget de l'État gestion 2013. Nous suivons, il est au micro de Eleonore Yerbanga. Nous avons défini 4 priorités pour 2013. Première priorité, c'est le renforcement des piliers de la croissance. Vous savez que c'est au niveau du plan présidentiel, où on parle d'émergence. Au niveau de la SCAD, où on parle de croissance accélérée, il faut que plus que jamais, on mette l'accent sur les secteurs productifs pour qu'on puisse avoir une croissance forte, une croissance qui soit durable et c'est une croissance qui crée l'emploi, qui est de la richesse. Deuxième priorité, c'est la considération des acquis sociaux. Alors, ça concerne les questions de santé, d'éducation, d'emploi et de protection sociale. Vous savez, ce sont des questions essentielles pour notre pays, dans lesquelles nous avons encore, on a fait bien sûr beaucoup d'avancées, mais il faut en tout cas renforcer donc les acquis. Troisième priorité, c'est l'amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption. C'est un thème sur lequel le gouvernement est résolument engagé et vous avez l'occasion de constater les messages forts qui seront donnés. Et au plan budgétaire, pour nous, il s'agit de dégager les moyens nécessaires pour renforcer les capacités, notamment de la justice, mais aussi des corps de contrôle. Alors, dernière priorité, j'en parlais, il y a 4 priorités, c'est le renforcement de la défense du territoire et la sécurité intérieure. Les ressources totales du budget de 2013 s'élèvent à 1422 milliards de francs CFA. 1422, c'est une progression de 17,7% par rapport à 2012. Et dans ces 1422, on a prévu des ressources propres, c'est-à-dire des recettes autres que ce qu'on attend de l'extérieur, de 106 milliards de francs CFA, en hausse de 19,4%. Côté dépenses, les dépenses totales que nous prévoyons s'élèvent à 1636 milliards. Le 3e Forum national des femmes qui se tiendra du 13 au 15 septembre prochain à Ouagadougou verra le lancement officiel de l'opération « Une femme, un acte de naissance ». Nestorine Sangaré a également abordé ce matin la question de l'application de la loi sur le quota genre aux élections municipales et législatives de décembre prochain, suivant le ministre de la Promotion de la Femme sur ces 2 points. Nous pouvons vraiment, en tant que ministre de la Promotion de la Femme, je peux que faire le plaidoyer pour que non seulement que les femmes soient sur les listes, mais qu'elles soient bien positionnées. Qu'elles soient bien positionnées dans la mesure où la loi, elle a une double dimension. Elle a une dimension qui consiste à dire de mettre au moins 30% de femmes sur les listes, mais une deuxième dimension qui dit que ceux qui mettent effectivement, respectent la loi et qui atteignent 30% d'élus auront 2 fois le financement de la campagne, le double du financement de la campagne. Donc on va voir si les partis seront intéressés par ce double du financement pour faire en sorte que 30% de femmes soient élues, ou ils ne vont pas respecter la loi pour perdre la moitié du financement. Et le 3e forum va réunir 2000 femmes provenant de 13 régions pour 3 jours de discussion intensive sur leurs préoccupations en lien avec les politiques publiques. Nous allons lancer une opération spéciale d'établissement d'actes de naissance pour les femmes. Parce qu'il y a encore dans notre pays plus de 3 millions de femmes qui n'ont pas d'acte de naissance.
Nous lançons cette opération-là pour une durée d'1 année. L'opération va être menée à 3 niveaux, en direction du public, l'opinion publique, en direction des entreprises, mais aussi sur Internet, en direction de la diaspora burkinabé. Voilà, ces extraits ont été retenus pour nous par Éléonore Yerbanga. La prise en charge des femmes victimes de fistules obstétricales mobilise l'attention sur le continent africain. Le premier congrès panafricain sur les fistules obstétricales a ouvert ses portes hier dans la capitale burkinabé. Il est question de partage d'expériences et de meilleures pratiques de sensibilisation pour une réinsertion plus efficace de ces victimes dans les pays en développement. Nathalie Sawadogo, Jean-Baptiste Ouedraogo. Plus de 2 millions de femmes vivent avec une fistule dans les pays en développement et près de 100 000 nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde selon la fondation Rama. Au Burkina Faso, environ une centaine de cas sont signalés par an et la prise en charge des malades pose problème. Face à cette situation, la fondation Rama, en partenariat avec la fondation Semafo, organise un congrès panafricain sur les fistules obstétricales afin de trouver les voies et moyens de lutter contre ce fléau. Nous avons décidé vraiment d'accompagner ces femmes depuis 2006. Imaginez-vous, depuis 2006, on a identifié 5 femmes et en 2007, on était à 47. En 2008, on était à 85. De 2009 à 2012, chaque année, on enregistre au moins 115 à 110 femmes victimes de fistules obstétricales. Les acteurs de la santé, les décideurs politiques, les partenaires, les chefs coutumiers et les femmes de la sous-région vont ensemble partager leur expérience et trouver des solutions qui permettent la prise en compte de la problématique des fistules obstétricales dans les politiques de santé. Au Burkina Faso, la prise en charge des problèmes de santé de la population est un des objectifs majeurs du gouvernement. Nous sommes les bénéficiaires en réalité parce que c'est nous qui avons la charge, la politique et la défense sur le plan de la santé des populations et toute initiative tendant à nous accompagner, à apporter une pierre est une initiative que nous devons soutenir et encourager. C'est pour cela que je suis venu non seulement pour encourager la fondation, encourager les participants parce que c'est des réflexions qui vont mener et nous attendons donc le fruit de ces réflexions pour nourrir donc notre politique en matière de santé. La fondation Rama est une fondation d'aide aux femmes victimes de fistules obstétricales. À l'issue de ce congrès, elle souhaite la mise en place d'un cadre de concertation de niveau régional au sein duquel seront menés des échanges pour lutter contre les fistules obstétricales. Et une autre rencontre internationale qui, elle, referme ses portes à Ouagadougou, celle sur les systèmes éducatifs dans l'espace francophone. Des pistes ont été identifiées et qui devraient servir de guide aux États membres de la COFOMEN pour l'élaboration de politiques pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Wendeta Nathalie Kaori. Les participants à ces assises ont travaillé pendant 4 jours pour dégager des axes sur lesquels les gouvernements africains devraient s'appuyer pour améliorer ou mettre en œuvre leur système d'enseignement et de formation technique et professionnelle des jeunes. Nous pouvons dire qu'il était question qu'à la base, on puisse former très bien le jeune avant qu'il rentre en formation professionnelle. Cette formation professionnelle qui coûte très cher devrait être une formation de courte durée pour leur permettre de s'insérer. Il était également question de voir dans quelle mesure les États devaient donner beaucoup plus de force à la coordination de cet enseignement et de cette formation qui est dispersée très souvent dans plusieurs ministères et que l'on n'oublie pas le rôle du partenaire qui est le privé parce qu'on voudrait de plus en plus que les formations soient adaptées aux besoins du milieu de travail. On a également soulevé le problème de financement. Les participants ont également formulé la nécessité de mettre en place des observatoires qui seront des instruments permettant de dénicher où sont les besoins en formation pour les jeunes et les compétences recherchées. Pour le ministre burkinabé en charge des questions de formation des jeunes, les assises de Ouagadougou ont été un grand moment d'échange sur les enjeux et les défis liés à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. Nous avons reconnu ensemble l'importance, le rôle et la place qu'il faut désormais accorder dans nos différents pays à la formation professionnelle, à l'acquisition de compétences, surtout pour les jeunes.
Et cette reconnaissance nous permet aujourd'hui d'exprimer encore une fois de plus l'intérêt que nos pays doivent manifester à la formation professionnelle, à l'acquisition des compétences, à l'apprentissage des métiers en faveur des plus jeunes. Selon le rapport 2012 de l'Organisation internationale du travail, les jeunes représentent près de 42% des sans-emploi en Afrique. Ce pourcentage indique à quel point il est indispensable de promouvoir la qualification des jeunes à travers des programmes de formation appropriés. Aussi, le ministre Marie-Achille Tapsoba, représentant le Premier ministre à cette cérémonie de clôture, a invité les 250 participants à s'engager avec détermination dans la mise en œuvre des recommandations dans leurs pays respectifs. Voilà qui nous amène à la page entretien de notre journal. Et notre invité ce soir, c'est le ministre délégué chargé de l'alphabétisation, le docteur Zakaria Thiemtouré. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, juste une réaction par rapport à ces assises de Ouagadougou qui referment leurs portes. C'est des assises sur l'éducation, donc dans l'espace francophone. Finalement, est-ce que la question de l'alphabétisation qui s'affiche aujourd'hui comme une priorité dans la formation des jeunes, est-ce qu'elle a été vraiment prise en compte au cours de cette rencontre ? Oui, tout à fait, parce que l'alphabétisation, si vous voulez, dans notre esprit, c'est d'apporter des compétences à des jeunes et à des adultes qui ne sont pas passés par la scolarisation. Et aujourd'hui, quand on parle d'enseignement et de formation technique et professionnelle, on fait aussi référence à ce public qui a besoin d'acquérir des compétences, de savoir faire un métier et de ne pas rester dans des connaissances purement théoriques qu'elle aurait du mal à réinvestir. Alors, monsieur le ministre, demain, 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Donc, dites-nous pourquoi une journée internationale de l'alphabétisation? Quelle est la pertinence de cette journée? Eh bien, la journée internationale de l'alphabétisation est une initiative de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, pour rappeler chaque année à la communauté internationale l'importance de l'alphabétisation. C'est de rappeler que l'alphabétisation est un droit humain, et ensuite que l'alphabétisation est à la base de tout apprentissage et que l'alphabétisation est un accélérateur de développement. Alors, le thème de la journée 2012, de la journée internationale de l'alphabétisation 2012, c'est donc alphabétisation et paix. Quelle pourrait être la pertinence d'un tel thème? Mais c'est déjà rappelé que ce sont deux éléments qui sont étroitement liés, l'alphabétisation et la paix. Pourquoi? Parce que dans les esprits des hommes, lorsque vous n'avez pas une sérénité, eh bien, il est difficile de penser que le vivre ensemble soit possible. Et par l'alphabétisation, on donne les moyens aux populations de jouir de leur liberté. On donne les moyens aux populations de participer à la consolidation de la démocratie. On leur donne aussi des moyens de prévenir ou de régler les conflits. Et donc, le lien vraiment entre alphabétisation et paix est très évident. Maintenant, il faut continuer à le rappeler et faire en sorte que chacun soit un acteur de paix et que l'on cultive dans les esprits des hommes la paix. Comment cette journée sera célébrée au Burkina Faso? Quelles sont les grandes articulations de cette célébration? Alors, cette année, nous avons choisi de faire différemment, mais toujours avec une caractéristique majeure, c'est celle de l'efficacité. Nous avons défini un certain nombre d'activités, notamment en début de semaine, nous avons pu installer le cadre de concertation pour l'éducation non formelle, pour la promotion de l'éducation non formelle. Il s'est agi de réunir l'ensemble des acteurs, l'État, la société civile, le secteur privé, pour que l'on partage des idées et que l'on se rappelle que l'alphabétisation est l'affaire de tous, que les populations analphabètes ne sont pas la propriété d'une partie des acteurs et que ce qu'elles attendent de nous, c'est d'être efficaces. Donc à l'issue de cela, nous avons aussi retenu des activités qui parfois peuvent ne pas être directement dans le champ de l'alphabétisation. C'est par exemple cette émission spéciale que la télévision nationale a accepté d'organiser, et c'est l'occasion du reste pour moi de remercier tous ceux qui ont permis de concrétiser ce projet. C'est une émission spéciale en langue morée à 1 heure de grande écoute, donc en direct, et juste après ce journal, et pour parler de questions qui intéressent les populations dans une langue qu'elles comprennent. Aujourd'hui, nous commençons par le moré,
Mais notre ambition, c'est de pouvoir organiser ce genre de débat, d'échange sur des questions qui préoccupent la nation entière dans les principales langues de notre pays. Et tout cela sont des initiatives que nous avons retenues cette année, une fois de plus, pour rester dans des actions utiles, pertinentes. Les grandes mobilisations, on n'en aura pas dans l'immédiat, mais nous avons pensé faire la place à la réflexion, faire la place à la concertation. Donc avec cette émission sur les élections, animée par des journalistes en langue morée, avec une participation du public pour poser des questions, pour s'intéresser à ce qui se passe, parce que toutes ces questions, quand elles sont débattues uniquement en français, c'est une bonne partie de la population qui est exclue. Tout à fait. Alors finalement, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de la situation de l'alphabétisation au Burkina Faso, vraiment de façon très rapide? Alors, je voudrais déjà commencer par rendre hommage aux devanciers, aux personnes qui parfois, au prix de sacrifices inimaginables, ont permis à l'alphabétisation dans notre pays d'être aujourd'hui à ce niveau, qui se sont battus, qui ont cru, parfois sans moyens, mais qui étaient toujours là à prôner cette alphabétisation. Aujourd'hui, une fois que nous avons félicité et remercié ce travail, il faudrait que nous puissions, pour utiliser la métaphore de l'athlétisme, prendre le témoin et franchir la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce que la situation de l'alphabétisation dans notre pays reste encore insatisfaisante. Nous ne pouvons pas dire, quand nous voyons le grand nombre d'analphabètes, que nous sommes satisfaits. Ça n'est pas vrai. Et réduire considérablement l'analphabétisme au Burkina Faso est possible. Si nous pensions que ça n'était pas possible, autant abdiquer tout de suite. Arrêter le combat. Mais c'est possible, c'est à portée de main parce que nous avons réussi au bout de tant d'années d'efforts à mettre tout sur la table. Maintenant, il faut être déterminé, être engagé, se dire que nous pouvons y arriver tous ensemble et que l'objectif, c'est de faire en sorte que nous ne puissions pas encore traîner ce boulet encore très longtemps. Et les conditions, oui, il me semble qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui est envisageable et que l'on peut atteindre. Et on sait que votre département est sur de grands chantiers, justement. Il y a les campagnes pour l'accélération de l'alphabétisation qui sont lancées. Où en est-on pour terminer cet entretien? Alors, vous savez, les difficultés de l'alphabétisation sont connues, elles sont identifiées. Nous savons que nous avons énormément de problèmes, notamment dans le réinvestissement des acquis de l'alphabétisation. Nous avons également aussi des problèmes dans la maîtrise des effectifs. Et tout cela sont des questions que nous allons regarder ensemble dans les toutes prochaines semaines avec une concertation élargie pour décider de ce qu'on fait, notamment en matière de langue d'alphabétisation. Quand vous avez un environnement qui est alphabétisé dans des langues nationales et un autre environnement qui fonctionne dans une autre langue, il faut se poser ces questions. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'y réfléchir et en même temps que la réflexion se mène, il y a aussi l'action sur le terrain. Parmi les grands chantiers, je retiendrai juste la campagne spéciale d'alphabétisation qui a démarré. Nous allons passer à la phase d'extension dans les tout prochains jours. Et cette campagne spéciale a ceci de particulier, c'est qu'au bout de la campagne, les personnes qui vont répondre aux exigences de l'évaluation seront déclarées tout de suite alphabétisées. Ça ne sera pas en 2 campagnes, ça ne sera pas en 2 temps, ça sera en une fois. Et ensuite, on aura aussi l'introduction du français oral dans le cadre de cette campagne. En plus des langues nationales, donc, on aura du français oral pour tous ceux qui participeront à cette campagne. J'aurai probablement l'occasion de revenir sur la question de la campagne spéciale d'alphabétisation. Tout le monde est invité à y prendre part et naturellement, nous accordons beaucoup d'importance à la réussite de cette campagne qui sera pour nous un temps d'un nouveau départ. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'être passé sur notre plateau pour nous parler de la Journée internationale de l'alphabétisation qui sera célébrée demain et toutes les activités qui sont organisées autour de cette Journée internationale de l'alphabétisation, dont cette grande émission en direct des antennes de la télévision du Burkina en langue nationale. Moré, vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Avec plaisir.
Voilà. Et puis nous restons dans le même registre donc et nous nous rendons à Bogandé où il a été question le week-end dernier d'un état des lieux de l'éducation dans la province de la Nyanya. Il faut trouver les solutions à l'analphabétisme et le forum sur l'éducation dans la zone répond à cette urgence. Estelle Judith Assogba. La province de la Nyanya enregistre l'un des plus faibles taux de scolarisation au Burkina Faso. Afin d'inverser la tendance, le conseil municipal de Bogandé et le comité communal pour l'éducation multiplient les actions de sensibilisation. Le cadre choisi, le forum sur l'éducation dans la commune de Bogandé. Ce forum a réuni les fils et filles de la région de l'Est, les acteurs et partenaires de l'éducation autour du thème éducation et développement, état des lieux au niveau primaire et post-primaire. Je suis d'autant satisfait dans la mesure où ce sont les fils et filles de Bogandé qui, connaissant les réalités et les enjeux liés à l'éducation des enfants de la Nyanya, ont pris à bras le corps la question pour en faire un débat ouvert qui permet de recueillir les avis de tous et de rendre également tous témoins quant aux conditions actuelles, mais aussi les perspectives possibles pour sauver l'éducation des enfants de Bogandé, donc de la Nyanya. Je pense donc que cette démarche constitue une victoire. Cette rencontre a permis aux participants de faire le diagnostic du système éducatif et d'envisager des solutions durables. Pour le parrain, ce cadre de concertation devrait permettre à chaque participant d'apporter sa pierre à la réalisation de l'édifice commun qui est l'éducation pour tous. Nous pouvons apporter notre contribution à travers la construction de complexes scolaires afin de désengorger les différents établissements publics. Je vais toujours demander aux parents de continuer à envoyer les enfants à l'école, parce qu'envoyer un enfant à l'école, ce n'est pas de l'abandonner, mais il faut aussi l'accompagner afin que l'enfant puisse réussir. Et maintenant, aux autorités administratives, je vais leur demander de faire beaucoup plus d'efforts, car il y a un éminent professeur, le professeur Kizerbo, qui disait dans son ouvrage « Éduquer au péril » que l'éducation est la base de tout développement. Conscient de cela, je pense que tous les acteurs doivent mettre la main dans la pâte afin que nous puissions réussir ce défi. À l'occasion, des élèves méritants ont été distingués. Le groupe parlementaire Convention des forces républicaines fait le bilan de l'application de la loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso, une loi adoptée en juillet 2007. Les deuxièmes journées parlementaires CFR se tiennent depuis ce matin à Ouagadougou. Anatole Nakoulma, Sougrinoma, Ibrahim Djigima. Les deuxièmes journées parlementaires de 2012 du groupe Convention des forces républicaines CFR ont un cachet spécial. Dernière de l'année en cours, mais aussi et surtout les dernières avant la fin de la présente législature. Le groupe parlementaire veut donc faire toute la place à ce cadre d'échange avec un thème jugé d'importance, l'éducation. D'autres sujets d'actualité comme la récente crise intercommunautaire à Gawa au sud-ouest du Burkina Faso et les crises maliennes et syriennes seront également au centre des débats. L'éducation, comme on le dit, c'est une action qui n'est jamais achevée. À tout moment, nous avons besoin nous-mêmes d'être éduqués, nos enfants, et tout le monde donc est intéressé par la question. Nous constatons dans la rue toujours des enfants qui sont là, donc qui sont en âge scolarisable et qui ne vont pas pourtant à l'école. Il y en a également dans les campagnes. Alors, donc, comment faire pour rayer définitivement l'analphabétisme sur donc, notre continent, dans notre pays, afin donc d'amorcer le développement véritable. Le Burkina Faso a en effet adopté en 2007 la loi d'orientation sur le système éducatif. 5 ans après, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, souligne le groupe CFR, mais de faire un bilan en relevant les performances et les faiblesses du système éducatif selon Amadou Dimdiorda Diko et ses compagnons députés, lui-même ancien ministre délégué à l'alphabétisation. Le rendez-vous du Forum national de la recherche scientifique et des innovations cette année, c'est du 6 au 14 octobre à Ouagadougou. Les organisateurs veulent mettre déjà les hommes de médias dans le bain. Le Centre national de la recherche scientifique et technologique a rencontré la presse pour rappeler la pertinence de cet événement majeur pour la promotion des résultats de la recherche scientifique et technologique au Burkina Faso. Kadi Sadogo. Pour une plus grande visibilité, à un mois de la 10e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, FAIRCIT,
Les initiateurs de cette manifestation font un plaidoyer auprès des hommes de médias. Ils veulent amener les journalistes à s'intéresser davantage aux résultats de la recherche. Le thème retenu pour cette édition est « La crise énergétique en Afrique, des solutions scientifiques et technologiques ». Nous pensons que cette année-là, mettre l'accent sur des solutions nobles et ce qu'on appelle des énergies renouvelables et inoffensives, si vous voulez, sans conséquences négatives sur la vie des hommes, doivent être recherchés. Et nous pensons que le thème du FAIRCIT permettra des échanges qui vont nous amener à faire un pas qualitatif par rapport à l'utilisation de la première énergie que Dieu nous a donnée, c'est le soleil. Et après ça, chercher aussi d'autres alternatives comme pourquoi pas l'énergie nucléaire. Parce que nous aussi, nous n'avons pas à nous exclure de partout où on cherche des solutions pour résoudre des problèmes énergétiques. Comme innovation, le FAIRCIT a choisi de pousser les jeunes à s'intéresser davantage à la recherche. Nous avons décidé de mettre l'accent sur les jeunes parce que c'est les jeunes, les chercheurs de demain. Il faut que dès maintenant, on les intéresse à la recherche, on les intéresse à la science. Comme ça, demain, ils vont toujours continuer à creuser, ils auront l'esprit de créativité et ils vont devenir des futurs chercheurs, des inventeurs demain. Plusieurs activités sont inscrites au programme de l'édition 2012, dont l'exposition des technologies et résultats de la recherche et des communications irrélatives. Quelle orientation donner au deuxième plan quinquennal de la police de proximité? La réponse à cette question viendra de la réflexion qui se mène depuis hier à Waiguya. Il s'agira de trouver les conditions d'un accompagnement efficace des structures communautaires de sécurité dans la logique de cette réorientation. Et c'est le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité qui invite les acteurs à cette réflexion. Abdelaziz Yagibou. Le processus de relance et de renforcement de la police de proximité est en marche au Burkina. Depuis Waiguya, acteurs des administrations déconcentrées et décentralisées, représentants des structures communautaires, points focaux des régions et ministères, agents de sécurité et autres personnes ressources poussent la réflexion. Réflexion visant à clarifier la place et le rôle de chaque acteur, mais aussi à mettre en place un mécanisme durable de mobilisation des partenaires techniques et financiers pour un accompagnement plus efficace des structures communautaires de sécurité. Il y a longtemps de cela que nous travaillons dans ces cadres-là, mais sans soutien. Donc nous attendons beaucoup et après cette rencontre, il y a vraiment des améliorations pour encore nous encourager. Et pour mettre tous les acteurs au même niveau d'information, le séminaire va revisiter le contexte de l'introduction de la police de proximité au Burkina, procéder au bilan du tout premier plan d'action en la matière, avant d'aborder des thématiques relatives à la réorientation du concept et de l'approche police de proximité. Depuis 2003, donc, cette politique de proximité est en marche. Et le plan quinquennal 2005-2010 a donné des résultats que nous avons analysés. Et pour améliorer donc, cette police de proximité, il y a une certaine réorientation à refaire. Et déjà, il faut améliorer l'accompagnement des initiatives de sécurité qui sont déjà éprouvées. Ensuite, il faut appuyer la création des comités locaux de sécurité et améliorer leur rendement sur le terrain en tenant compte donc, des résultats que nous avons obtenus lors de la mise en œuvre du premier plan quinquennal. Il sera aussi question d'élargir le système call center qui permet à tout citoyen déterminé à apporter sa contribution à la lutte contre le grand banditisme et les autres formes de criminalité de saisir la sécurité en appelant au 1010 pour dénoncer d'éventuels suspects. Banditisme et criminalité, parlons-en à présent. Une affaire d'escroquerie portant sur de faux dollars d'un montant de près d'1 milliard de francs CFA. Un nouveau mode opératoire de vol par usage de pointe sous les roues de véhicules automobiles. Ce sont les 2 points à l'ordre du jour d'un point de presse ce matin à la brigade ville de la gendarmerie de Boulmiungu. Les présumés coupables ont été présentés aux hommes de médias Symphorien Samda sur les faits. Le point de presse animé par la brigade ville de gendarmerie de Boulmiungu porte essentiellement sur 2 sujets. Le premier sur une affaire d'escroquerie portant sur des faux dollars. Il s'agit de 2 hommes de nationalité étrangère mis aux arrêts suite à une plainte.
Une perquisition a permis de saisir 2 cantines contenant un important lot de matériel. Des feuilles blanches découpées à la dimension de billets de banque, des sachets contenant du sable granuleux donnant l'aspect de poudre d'or, un ordinateur de bureau, 2 imprimantes et un scanner pour la fabrication des faux dollars. Une autre mallette saisie contient son lot de 2 800 000 faux dollars en coupure de 100, soit l'équivalent de 1 400 000 000 de francs CFA. Des billets destinés au lavage en laboratoire pour être revendus. Le chef de file est à bord de ce véhicule immatriculé au Burkina Faso. Les présumés auteurs seront conduits devant le parquet et encourent un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. La deuxième affaire porte sur un nouveau mode opératoire de vol qui sort de l'ordinaire. Les auteurs opèrent principalement devant les feux tricolores, dans les embouteillages et aux abords des institutions financières. Le scénario utilisé par ces individus de nationalité étrangère est le suivant. Ce sont des pointes qu'ils utilisent. Vous voyez ce sachet? Ce sachet représente la cachette du piège. Là, si vous devrez partir devant, on vous place ça comme ça à la sortie de la banque. Vous montez sur ça et 100 mètres après 200 mètres, vous crevez. C'est placé surtout du côté chauffeur. Vous descendez pour voir votre roue crever. En ce moment, il y a votre mallette ou votre sac qui est posé du côté chef de bord. Les gars, ils se déportent vers ce côté et votre sac est parti. Nous avons enregistré plusieurs plaintes ces 2 derniers temps. Le dernier cas fait plus de 60 millions qui ont été emportés. Il est recommandé à tous de ne pas s'arrêter quand on est dans le cas, d'appeler du secours ou ne pas hésiter à rouler sur la jante pour s'éloigner des lieux. Les collectivités territoriales du Burkina pourront désormais faire l'auto-évaluation de leurs performances. L'Association des municipalités du Burkina Faso vient de recevoir des manuels qui devraient aider les acteurs locaux à mieux apprécier la gestion de leur commune. La remise de ces instruments a eu lieu en présence de Symphorien Somda. Ce manuel d'auto-évaluation des performances des collectivités territoriales est élaboré conjointement par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, les élus locaux et le programme de décentralisation et développement des communes de la coopération allemande. Ce document-là permet effectivement aux collectivités territoriales, aux maires, de s'auto-évaluer, de s'assurer que les procédures sont bien respectées, que les populations apprécient positivement leur action et surtout de rendre compte aux populations, d'expliquer ce qui a été fait, d'expliquer pourquoi certaines choses ne peuvent pas être faites parce qu'il manque les ressources, expliquer d'où proviennent les ressources. Les collectivités territoriales s'auto-évaluent sur la base de 5 domaines inspirés du Code général des collectivités territoriales et des thèmes quotidiennement assurés dans le fonctionnement des administrations communales. Ça offre aussi une opportunité d'entrer les élus en dialogue avec la population. D'abord pour donner la reddition compte sur la performance parce que les citoyens qui ont élu, les élus ont le droit de savoir ça et d'entrer en dialogue pour être disposés pour des questions, des réponses de la population. L'expérience de l'auto-évaluation des performances des collectivités territoriales est déjà menée entre autres au Mali, au Bénin, au Ghana et au Cameroun. Au Burkina Faso, les régions de l'Est et du Sud-Ouest ont conduit pendant 2 ans un projet pilote. Et le conseil municipal de la ville de Ouagadougou qui a pris d'assaut les caniveaux au secteur 10 de la capitale pour une opération de curage. Objectif, faciliter l'évacuation des eaux de pluie et minimiser les risques d'inondation. Pélagie Sawadogo y a assisté. Des déchets plastiques, des eaux souillées, voici ce que ces jeunes ont pu faire sortir des caniveaux. Des ouvrages qui autrefois ont été conçus pour faciliter le drainage des eaux pluviales ont été transformés par la suite en dépotoirs d'ordures. Il y a beaucoup de boutiquiers qui sont juste dans les alentours là, et qui sont à côté ici même. Là. On a parlé plusieurs fois avec eux de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux là. Mais plusieurs fois, ils balayent, ils mettent à côté des caniveaux. Quand ils viennent matin, ils balayent, ils mettent à côté des caniveaux. Et quand ils partent le soir, ils ramassent, ils mettent dans les caniveaux. Et quand la pluie vient, on voit que vraiment l'eau même a du mal à passer. Puisque le caniveau est rempli avec des ordures.
vraiment c'est pas du tout bien. Une situation déplorable qui a amené le conseil municipal de la ville de Ouagadougou à procéder chaque année au curage des caniveaux. Et chaque année, nous curons les caniveaux de la ville de Ouagadougou du 1er janvier au 31 décembre. Seulement en période hivernale, nous intensifions nos activités. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, nos équipes sont sur le terrain, voilà, pour curer les caniveaux de la ville de Ouagadougou. En procédant au curage de ces caniveaux-là, ça contribue également à minimiser les risques d'inondation, voilà, en période de fortes précipitations, comme c'est le cas vraiment de cette année, en l'occurrence les mois d'août et septembre 2012. Cette initiative va permettre de prévenir les inondations en période hivernale et d'éviter que ces caniveaux ne soient transformés en nids de moustiques pouvant engendrer des maladies. Pour cela, le conseil municipal appelle au civisme des populations, surtout les riverains, et les invite à adopter des comportements éco-citoyens. À l'arrondissement de Konsa à Bobo-Dioulasso, on fait le bilan des réalisations durant le mandat 2006-2012. 2 jours de travaux qui ont permis de définir les contours d'une nouvelle gestion pour les mandats à venir. La 3e session ordinaire de l'année du conseil d'arrondissement s'est tenue les 5 et 6 septembre dernier à Hadi Sandamba. L'insuffisance des ressources humaines, aussi bien en nombre qu'en qualité, et des moyens logistiques, l'incivisme fiscal des contribuables et la baisse de l'activité économique dans l'arrondissement, ce sont là, entre autres, les difficultés auxquelles le conseil d'arrondissement de Konsa a été confronté les 6 dernières années. Et malgré ces difficultés, plus de 10,6 milliards de francs CFA ont été investis sur le plan du développement local. C'est ce qui ressort donc du bilan de l'exécution des missions du dit conseil au titre du mandat 2006-2012. Nous sommes à peu près à 96% des réalisations des fonds qui nous a été alloués. Ces espèces ont été vraiment réalisées à 100%. Et aussi les écoles qui nous préoccupaient ont été aussi réalisées. Et effectivement, ce qui était des équipements marchands au niveau du secteur 20, nous sommes à près de 60% de sa réalisation. Et des réalisations telles que les dallos, telles que les clôtures des écoles, telles que les clôtures des CSPS, et aussi d'autres investissements tels que les maisons des jeunes. Donc il y a beaucoup de choses qui ont vraiment eu à être réalisées. En dépit de ces acquis, des équipements, des infrastructures sanitaires et éducatives, l'éclairage public et bien d'autres réalisations devront être faites pour améliorer davantage l'accès des populations aux services sociaux de base. Et pour y arriver, le conseil d'arrondissement de Konsa compte sur l'État central ainsi que sur des partenaires techniques et financiers. Hors de chez nous, en Guinée, sa tête était demandée par l'opposition qui le trouvait très proche du président Alpha Condé. Lousseni Camara a finalement jeté l'éponge. Il démissionne de ses responsabilités de président de la Commission nationale électorale du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.